C'est une situation dramatique. On ne parle pas de petites maladies comme un rhume, mais de maladies très graves. Nous avons d'un côté une personne souffrante et de l'autre une plante qui peut l'aider, mais à laquelle il lui est interdit de toucher. Vous le connaissez sous le nom de marijuana, chanvre indien, ganja ou cannabis. Pour vous, c'est un plaisir artificiel et illicite, une drogue. Et c'est vrai, la preuve, il fait planer. Pourtant, le cannabis possède un autre visage, tout aussi stupéfiant. En tant que médecin et en tant que mère, je pense que ce traitement devrait être pleinement accessible. Dans certains pays, le cannabis a sa place dans les pharmacies. On voit en lui la perspective de guérison inespérée, la source miraculeuse de nouveaux traitements. Les recherches menées chez l'animal montrent que les cannabinoïdes ont des propriétés antitumorales. Des dizaines de laboratoires travaillent désormais sur le secret de ces molécules. Nous ne savons pas à qui le prescrire. Nous ne savons pas vraiment à quelle dose, ni de quelle façon le donner. Le cannabis a-t-il vraiment le pouvoir de guérir? Comment agit-il sur notre organisme? Pourquoi certains pays autorisent son usage médical quand d'autres s'y opposent fermement? Nous partons pour un trip, un voyage, une enquête sur les promesses thérapeutiques d'une plante peut-être un peu trop vite diabolisée. Avec la Californie, le Colorado est un des premiers États à avoir autorisé l'utilisation médicale du cannabis aux USA. C'était en 2001. Ici, les pharmacies spécialisées ont pignon sur rue. Elles arborent toutes la célèbre feuille à 5 branches. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Plutôt bien. Je viens chercher des patchs de marijuana. Je peux voir votre carte médicale? Ok. On peut faire la transaction. Très bien, tout a l'air bon. Suivez-moi, s'il vous plaît. Par ici. La clientèle n'a rien à voir avec l'idée que vous vous faites sûrement de ces consommateurs habituels. Megan vient ici pour acheter de quoi soulager sa fille. Adi souffre d'une épilepsie très sévère qui résistait à tous les traitements classiques. Ces crises, jusqu'à plusieurs centaines par jour, l'ont empêchée de grandir normalement et pour tout dire, même failli la tuer. Quand nous en sommes arrivés à envisager le cannabis pour notre fille, elle dormait 22 heures par jour. Le pédiatre nous préparait à la voir mourir. Elle était en soins palliatifs à l'hôpital général du Massachusetts. Nous pensions qu'elle allait mourir. Alors je ne sais pas ce qui se serait passé si nous n'avions pas eu accès au cannabis. Mais pour nous, il est clair que ça a changé la vie de notre fille. Est-ce qu'elle vivra plus longtemps? On le saura avec le temps. Mais nous avons eu vraiment beaucoup de chance d'avoir cette option pour elle. 3 ans après, Adi accuse un retard mental. Mais les crises ont presque disparu. Elle peut jouer avec son frère et surtout cette année, elle a pu aller à l'école. Nous avons commencé le traitement au cannabis par des doses très faibles d'huile enrichie au cannabidiol. Et 5 minutes après la première prise, elle a souri. Ce qui n'était pas arrivé depuis 3 ou 4 mois parce qu'elle était assommée par les autres médicaments. Dans les premiers mois, nous n'avons pas vu d'amélioration concernant ses crises d'épilepsie, mais progressivement, elles se sont espacées. Et aujourd'hui, elle a une qualité de vie qui est sans comparaison avec avant. Sweet girl. It's okay.
T'as pas froid? Le traitement d'Addie consiste à avaler 2 fois par jour quelques gouttes d'une huile préparée à partir des fleurs de cannabis. On va prendre de l'huile? Prête? Mais évidemment, celles qui sont dépourvues d'effets euphorisants et psychotropes. Bravo chérie, tu es une grande fille. Les médecins lui ont prescrit la variété spéciale enfant qui pousse ici dans les serres du Colorado. Jeunes, adultes ou vieillards, des milliers de patients utilisent le cannabis comme traitement aujourd'hui. Et il existe tellement de manières de le consommer que pour s'y retrouver, des familles de malades se sont constituées en association. Realm of Caring, le royaume du soin, est connu dans tout le pays. Merci d'avoir appelé la fondation. Linette à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Pour la schizophrénie? Oui, madame. La variété Charlotte's Web pourrait être efficace. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un peu de THC, donc avec le temps, vous pourriez avoir des effets secondaires. Vous avez ici l'équipe de Realm of Caring. Elle est composée de 7 personnes qui parlent 4 langues différentes et répondent à plus de 7000 demandes par mois. Nous garantissons que notre équipe est au top des connaissances pour ce qui est de la recherche scientifique et médicale sur le cannabis thérapeutique. Oui, si vous pouvez appliquer le traitement au plus près de la tumeur, c'est toujours mieux. Nous faisons la promotion du cannabis thérapeutique. Grâce à la recherche scientifique, les choses sont en train de bouger. Il y a maintenant de plus en plus d'informations fiables sur le sujet et nous essayons de communiquer cette information de la manière la plus claire possible. L'engouement autour des vertus thérapeutiques du cannabis ne se restreint pas au Colorado. Si au niveau fédéral il reste illégal, en 2016, plus de la moitié des États d'Amérique avaient déjà légalisé son usage médical. Au niveau mondial, des dizaines de pays ont aussi franchi le pas, comme le Canada, Israël ou l'Allemagne qui vient d'assouplir sa législation. Mais dans certains pays, la pilule ne passe pas, comme en Pologne, en Grèce et en particulier en France. Ici, pas de réhabilitation du cannabis, même thérapeutique. Selon l'Académie nationale de médecine, cette plante et ce qu'elle contient n'ont rien à faire dans les pharmacies. Notre Académie de médecine s'est penchée de longue date sur le problème du cannabis en général et du cannabis à visée thérapeutique en particulier. La conclusion très compactée, évidemment rassemblant des auditions, rassemblant des analyses diverses et variées, s'est exprimée par ce raccourci: le cannabis, un faux médicament, une vraie drogue. Le fait d'en user pendant quelque temps va installer l'addiction, la dépendance, le besoin d'en consommer d'une façon régulière, avec pour conséquence des perturbations cognitives, des perturbations éducatives, des perturbations de la mémoire. Pour mieux comprendre les conséquences de l'usage du cannabis, des études en imagerie cérébrale ont été menées sur des gros fumeurs. Et les résultats obtenus par le professeur Martineau confirment que la consommation régulière de cannabis impacte le cerveau. Vous pouvez croiser les mains, et là c'est bon. Alors dans le cerveau d'une personne qui a consommé du cannabis régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement, on peut observer des modifications de la structure du cerveau, mais surtout de son fonctionnement. Par exemple, nous avons montré qu'il y avait une diminution de près de 20% d'une substance qui régule la transmission entre les neurones. Tout à l'heure, merci. Ces modifications dans le cerveau pourraient expliquer les perturbations de la mémoire, les problèmes de concentration ou d'impulsivité observés chez les gros fumeurs adultes. Mais la principale inquiétude des scientifiques et des médecins concerne la consommation de cannabis pendant l'adolescence. Chez les adolescents,
On sait que le cerveau est en plein développement, en pleine maturation, puisqu'il y a un développement très important de la qualité de la matière blanche, les fibres qui relient les différentes parties du cerveau entre elles. Et donc, il y a un risque très important pour le développement du cerveau, dont on ignore en réalité les conséquences. Les conséquences du cannabis consommé comme une drogue inquiètent certains médecins sur son utilisation comme médicament. Mais pour le professeur Benyamina, qui a lui-même participé à ces études d'impact, il ne faut surtout pas mélanger les deux. Évidemment, la consommation du cannabis chez l'adolescent pose problème. On le sait, ce sont des problèmes liés par exemple au décrochage scolaire, aux troubles cognitifs, à la concentration, avec un risque petit mais réel lié à des maladies graves comme la schizophrénie. Mais on ne parle pas du cannabis thérapeutique là. Là, on est en train de parler du cannabis acheté dans la rue dont on ne connaît ni le contenu, ni la composition, ni la provenance. Le cannabis thérapeutique est un produit, comme toute molécule mise sur le marché, qui a suivi tout un process avant d'être mise à disposition de la population. Ce sont deux choses différentes qu'il ne faut pas confondre. Le cannabis médicament n'est pourtant pas une idée récente. Différentes médecines traditionnelles lui reconnaissent des vertus médicales depuis bien longtemps. Les sommités florales du cannabis, de saveur âcre, sont indiquées contre les 5 fatigues et les 7 atteintes. Et elles sont utiles aux 5 viscères. Sa consommation prolongée met en relation avec les esprits et allège le corps. L'utilisation thérapeutique du cannabis, si on fait référence à la médecine traditionnelle chinoise, remonte à peu près un siècle après Jésus-Christ. Et on a des traces écrites avec carrément des dessins faisant référence à cette plante avec les vertus à la fois somatiques et psychiques. Par le passé, on avait l'habitude de mâchouiller le cannabis et de le boire en infusion, et il n'était pas rare qu'il soit fumé, et pas toujours pour des raisons thérapeutiques. Dans l'Antiquité, le cannabis est mentionné dans la pharmacopée indienne, au Moyen-Orient et même en Grèce. En France, le cannabis a débarqué au XIXe siècle dans les valises des botanistes qui rentraient d'expéditions scientifiques. Et c'est un psychiatre qui l'a rendu célèbre dans le pays, Jacques-Joseph Moreau de Tours. Ce monsieur, qui était un jeune psychiatre, avait consommé du cannabis et surtout, il était, comme on pourrait l'appeler maintenant, connu pour fréquenter les beaux milieux. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à faire découvrir la consommation du cannabis à ce qu'on pourrait appeler les décideurs et la jet set de l'époque. C'était des médecins, c'était des écrivains, c'était des philosophes, des gens de pouvoir. Et donc à cette époque, nous avions une perception qui était extrêmement positive de ce cannabis. Il était paré de toutes les vertus. À l'époque, il n'y avait que l'opium pour apaiser la douleur. Efficace, mais les malades devenaient accros. Alors le cannabis s'est fait une place comme antalgique de substitution. Le médecin de la reine Victoria lui donnait du cannabis, lui prescrivait du cannabis pour alléger ou pour diminuer les souffrances et les douleurs liées aux menstruations célèbres et douloureuses de la reine Victoria. Mais avec l'arrivée de l'aspirine, plus efficace, plus facile à produire, le cannabis n'a pas rivalisé longtemps. Ringardisé aux yeux des médecins, il a fini au placard. Le coup de grâce est venu des États-Unis dans les années 30. À la fin de la prohibition contre l'alcool, le patron du Bureau fédéral des narcotiques est parti en guerre contre les drogues. Le cannabis, l'héroïne et la cocaïne se retrouvent dans le même sac. The Treasury Department intends to pursue a relentless warfare against the despicable, dope-peddling vulture who preys on the weakness of his fellow man. Le cannabis fait les gros titres quasiment tous les jours. Affaires de mœurs, crimes passionnels, on lui colle tout sur le dos. Des fictions financées par le Bureau fédéral des narcotiques sont diffusées en salle. Le cannabis y pervertit la jeunesse qui sombre dans la luxure, la folie, le crime et le suicide. En quelques années, le cannabis devient l'ennemi public numéro 1. Il est banni de la pharmacopée.
En 1961, il rejoint l'opium et la coca dans la catégorie des stupéfiants les plus dangereux de la classification de l'ONU. Sans qu'aucune étude scientifique n'ait vraiment établi sa dangerosité réelle, le cannabis est prohibé partout dans le monde. Mais en 1964, le cannabis retrouve le chemin des éprouvettes. C'est en Israël que la carrière médicale du cannabis redémarre grâce à un jeune biochimiste. Raphaël Meshulam, 30 ans à l'époque. Pour lui, c'est un sujet de recherche idéal. La plante fait planer toute la jeunesse sans que personne ne sache comment ni pourquoi. Mettre la main sur son secret, son principe actif comme il l'appelle, devient son obsession. Ceci est une colonne de chromatographie et c'est la méthode que nous avons utilisée il y a maintenant 50 ans pour séparer les constituants. À l'époque, nous avons pu isoler deux composés majeurs. Le THC, le tétrahydrocannabinol, dont nous avons montré avec des collègues qu'il avait un effet sur les singes et qu'il était psychoactif chez les primates. Le deuxième composé, c'est le cannabidiol, qui lui n'a montré aucun effet psychoactif chez le singe. Pour la première fois, le principe actif du cannabis est identifié. Enfin isolé dans une éprouvette, le tétrahydrocannabinol. Et la première expérience sur l'homme est restée fameuse dans les annales de la recherche. L'étape suivante a consisté à tester ce composé sur nous, ma famille et mes amis. Nous avons donc fait une expérience à la maison. Mon épouse a fait un gros gâteau avec 10 mg de THC et en utilisant 10 mg, nous avons eu des effets assez différents. Mon épouse était dans un fauteuil et avait l'air de rêvasser. Un autre disait qu'il ne ressentait rien du tout, mais il se mettait à ricaner toutes les 15 secondes. Ah ah ah, s'arrêtait et 15 secondes plus tard, ah ah ah. Il y a eu un cas déplaisant. L'une d'entre nous a eu une crise d'angoisse. Il y a donc eu 4 à 5 personnes qui ont plutôt bien réagi et une seule qui a éprouvé de l'angoisse. Et ceci est assez commun. Ce cannabis quitte les serres par dizaines de tonnes en sachets, en pilules ou sous forme d'huile, mais le plus surprenant pour une filière médicale est certainement la production de joints prêts à fumer. THC, cannabidiol, CBN, CBG, pas moins de 144 nouvelles molécules ont depuis été identifiées dans cette plante. On les appelle les cannabinoïdes. Ils s'accumulent dans de minuscules ampoules qui couvrent la fleur et les bourgeons, les trichomes. Et dans la nature, le cannabis est la seule plante à savoir fabriquer ces cannabinoïdes. Bon, alors peux-tu faire la différence entre toutes ces odeurs? Oui, il y en a plusieurs sortes. Là, c'est surtout du THC, le principe actif. Depuis le début, pour expliquer son effet psychotrope, Raphaël Meshulam a une hypothèse. Le THC doit avoir un accès privilégié à nos neurones. Son intuition est confirmée en 1988. Après que la composition de la plante a été chimiquement, biologiquement identifiée, nous devions comprendre comment elle agissait. Et la première étape a été franchie par une Américaine, Helen Howlett. Elle a découvert qu'il existe en nous un récepteur. Ce récepteur est activé par le THC. Donc là, nous avions un nouveau mécanisme. Un mécanisme complètement nouveau.
Autrement dit, exactement comme une clé qui se glisse dans une serrure, le THC se fixe sur ce récepteur présent à la surface des cellules cérébrales. La clé tourne dans la serrure et déclenche une réaction en cascade qui prend le contrôle de l'activité des neurones. Mais la découverte soulève une interrogation déconcertante. Par quel hasard notre cerveau est-il doté de récepteurs au cannabis? Serions-nous naturellement prédestinés au paradis artificiel? Et il n'y a pas un récepteur dans notre cerveau parce qu'il existe une plante. Le récepteur existe car nous fabriquons nous-mêmes des molécules qui activent ce récepteur quand et où nous en avons besoin. C'est Lumir Anous, son compagnon de recherche, qui va mettre la main sur ce composé, l'anandamide. Il s'agit de la clé originale fabriquée par notre propre corps. Elle actionne la même serrure que le THC. En fait, celui-ci ne fait que mimer l'action naturelle de l'anandamide. La découverte de l'anandamide a été pour nous très exaltante. Nous avons tout de suite décidé de l'appeler anandamide. Ananda, en sanskrit, signifie bien-être, félicité. Et amide parce que chimiquement, c'est de l'arachidonyl éthanolamide. Nous voulions désigner la nature chimique de la molécule, mais aussi son rôle dans le corps. Nous pensions, et nous avions raison, que cette molécule rend les gens heureux. Mais elle a aussi fait notre bonheur à nous, les découvreurs de cette molécule. Raphaël Mechoulam et son équipe auront donc découvert pourquoi le cannabis fait planer. En inondant notre cerveau de THC, il stimule dans des proportions anormales un système naturellement en charge de notre bien-être, le système endocannabinoïde, dont l'anandamide et son récepteur sont les briques élémentaires. C'est à l'autre bout de la Méditerranée, en Espagne, à Barcelone, que les scientifiques vont prendre la mesure de l'importance de ce système endocannabinoïde. Pour Rafael Maldonado, il est une sorte de gardien chargé de notre équilibre psychique sur lequel les molécules du cannabis pourraient agir au bénéfice de notre santé. Le système endocannabinoïde est un système de contrôle dans notre cerveau qui va moduler de nombreuses activités pour qu'elles se maintiennent au bon niveau. C'est comme si, au sein de notre maison, nous avions un gardien dans une petite salle dont le rôle était de surveiller ce qu'il se passe. Si, pour une raison quelconque, nous avons une augmentation du niveau de stress, il va sortir de sa salle et ordonner à ce système de revenir à un niveau d'activité normal. Puis, tranquillement, retourner dans sa salle. Dans notre cerveau, voilà ce que ça donne. Quand les neurones s'emballent à cause d'un stress, par exemple, leur suractivité déclenche la libération d'anandamide qui remonte vers les neurones précédents et se fixe sur son récepteur. Celui-ci envoie un message pour calmer le jeu et les neurones retrouvent leur activité normale. La sensation de stress est apaisée. Ce sont des manipulations génétiques réalisées chez la souris qui ont permis de révéler le rôle de gardien joué par le système endocannabinoïde. Par exemple, en bloquant ce système chez la souris, Rafael Maldonado a observé une forte augmentation de leur stress. Des tests de mémoire ont montré que cette tension émotionnelle
était liée à leur incapacité à oublier les situations désagréables. Si l'on se souvient par exemple de notre vie à 5 ans comme étant quelque chose de merveilleux, c'est que le système endocannabinoïde s'est chargé d'effacer tous les éléments nocifs à notre système émotionnel. Nous avons donc un souvenir du passé plus positif que la réalité, ce qui est nécessaire pour contrôler nos émotions. Ceci est le rôle physiologique du système endocannabinoïde. Et ce rôle de gardien, le système endocannabinoïde semble le jouer dans tous les compartiments de notre physiologie. L'anandamide et son récepteur sont majoritairement présents dans notre cerveau. Mais tout un jeu de clés et de serrures différentes a été identifié dans le reste du corps, une sorte de dispositif de rééquilibrage et d'apaisement général. Le système endocannabinoïde est partout et intervient aussi bien dans la régulation du sommeil, de la digestion, que des réactions inflammatoires ou du système nerveux. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est le potentiel thérapeutique du système endocannabinoïde. Puisqu'il est partout dans notre corps, et qu'il semble impliqué dans tellement de choses, pourquoi n'utiliserions-nous pas des médicaments pour le réguler de manière adéquate? Nous pensons tous ici qu'il existe des substances capables d'activer ou de diminuer l'activité de ce système endocannabinoïde afin d'obtenir des effets bénéfiques pour la santé. Et qui d'autre que le cannabis pourrait fournir ces substances? Le cannabis qui possède le double de nos clés pour entrer et agir sur notre système endocannabinoïde. Il existe donc désormais une base théorique et scientifique qui expliquerait les vertus médicales que tant de malades attribuent à cette plante. En Israël, l'argument scientifique a déjà convaincu beaucoup de monde. Le cannabis est devenu le produit phare d'une nouvelle filière médicale. Palissade, barbelés, gardiens et vidéosurveillance, la production de cannabis thérapeutique est légale, mais elle reste extrêmement encadrée. Tikkun Olam est l'une des 8 sociétés autorisées par le ministère de la Santé à faire pousser, prescrire et vendre du cannabis médical. Pour prétendre à une utilisation médicale, la filière cannabis a recruté des botanistes, des agronomes, des horticulteurs et même des généticiens. Les clients sont avant tout des patients. Il s'agit de fournir des produits fiables, sécurisés et homogènes, comme n'importe quel médicament. À Tikkun Olam, nous avons plus de 20 variétés différentes. Par exemple, celle-ci contient plus de 15% de THC. Et nous avons aussi des variétés enrichies au CBD, Avidekel ou Raphaël. Par ailleurs, il y a des variétés comme le Midnight qui contiennent autant de THC que de CBD, à un taux de 15%. Chacune des variétés a une composition et des propriétés particulières. Elles sont évaluées dans des dizaines d'essais cliniques actuellement menés dans les hôpitaux israéliens. Même si on les trouve déjà dans des pharmacies spécialisées, aucune de ces plantes ne constitue encore un médicament classique. D'après les scientifiques de Tikkun Olam, pour traiter une maladie, il suffit de produire la plante dont le cocktail de molécules agira de façon appropriée sur le système endocannabinoïde du patient. Cet ajustement complexe est réalisé au laboratoire d'analyse génétique et biochimique qui jouxte les serres. Tous les ans, nous analysons l'ADN de chaque variété de plante individuellement. Nous accumulons les informations génétiques que nous croisons avec les données cliniques des patients. Ainsi, nous pouvons améliorer le profil génétique de nos variétés pour obtenir des plantes de plus en plus efficaces sur le plan thérapeutique. En ce moment, nous nous intéressons au CBG, un cannabinoïde moins connu que le THC ou le CBD. Notre objectif est de produire une nouvelle variété de cannabis qui fabrique beaucoup de ce cannabinoïde.
car nous pensons qu'il peut traiter certains cas cliniques. Les premiers tests indiquent que le CBG aurait notamment une activité contre le stress et certaines inflammations de la peau. À travers le pays, plus de 8000 patients atteints de maladies très diverses comme la colite, le Parkinson ou la polyarthrite rhumatoïde ont recours au cannabis produit par Tikkun Olam. Ce cannabis quitte les serres par dizaines de tonnes en sachets, en pilules ou sous forme d'huile, mais le plus surprenant pour une filière médicale est certainement la production de joints prêts à fumer. Pour garantir la traçabilité, l'État impose aux producteurs d'assurer la totalité de la filière, de la graine à la vente. Avec 3 récoltes par an, le site fournit toutes les pharmacies de Tikkun Olam, comme celle-ci au sud de Tel Aviv. L'accès de la boutique discrète est réglementé. Pour avoir le droit d'entrer et d'acheter, il faut une ordonnance d'un médecin agréé. Anna souffre d'une inflammation chronique des intestins, la maladie de Crohn. Il y a 2 ans, elle a fait partie des tout premiers essais cliniques pour l'évaluation du cannabis sur sa pathologie. Elle est depuis suivie par un généraliste. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle retourne voir le médecin qui l'avait intégrée dans l'étude. Il s'agit de faire un dernier bilan sur son traitement. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Shalom, shalom. Alors, comment allez-vous? Très bien. Je vais vous montrer. J'ai justement apporté ces médicaments aujourd'hui. Celui-ci et celui-là. C'est toujours de l'huile? Oui. J'en prends 2 différentes. Celle-ci le matin et l'autre le soir. Ok, CBD 3% et ça c'est celui du soir. Et comment vous vous sentez avec ça? Beaucoup mieux. Mes maux de ventre ont presque complètement cessé, mais je fais aussi très attention à ce que je mange. Avant, j'avais le ventre très gonflé, même quand je ne mangeais rien, et ça s'est arrêté. Nous avons mené une vraie étude clinique. À certains patients, nous avons donné du cannabis et à d'autres un placebo. Et nous avons regardé si le groupe avec cannabis se portait mieux que ceux qui recevaient le placebo. Je peux d'ores et déjà vous dire que nous voyons une réelle amélioration. Mais c'est trop tôt pour savoir si cela est significatif. Nous devons attendre la fin de l'étude, quand nous aurons assez de patients pour conclure officiellement. Des dizaines d'autres essais cliniques rigoureux sont actuellement en cours en Israël sur le Parkinson, l'autisme, la polyarthrite. Mais comme pour la maladie de Crohn, aucun n'est encore terminé. Je suis convaincue que le cannabis a un véritable effet anti-inflammatoire. Mais nous devons encore apprendre à l'utiliser. Il nous manque beaucoup d'informations. Nous ne savons pas à qui le prescrire. Nous ne savons pas vraiment à quelle dose, ni de quelle façon le donner. S'il faut le fumer, l'inhaler, l'administrer par voie orale ou par injection, nous ne savons pas. Nous ne savons même pas si certains cannabinoïdes sont meilleurs que d'autres, s'il vaut mieux utiliser la plante complète ou au contraire isoler les quelques composés qui s'avéreraient efficaces et n'utiliser que ceux-ci. Voici votre ordonnance. Merci beaucoup, docteur. Bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir. L'un des problèmes quand vous proposez du cannabis thérapeutique,
c'est que vous attirez tous ces gens qui ne sont pas malades, mais qui pensent qu'il y a là un moyen facile de se procurer du cannabis de bonne qualité. Donc ils viennent et essayent de vous persuader qu'ils en ont besoin d'un point de vue médical. Donc vous devez repérer les vrais patients comme Anna, que je suivais depuis un moment déjà, et qui à l'évidence ne cherche pas l'euphorie ou à planer. Ce qu'elle veut, elle, c'est juste avoir moins mal. Et de fait, elle utilise le cannabis de manière à rester alerte pour continuer à avoir une activité normale. Ça me calme. Je veux dire, quand ils m'ont arrêté il y a 2 ans, j'ai plus de cannabis. En l'espace de 3 mois, j'ai perdu 14 kilos. Je veux dire, si ça devait durer 6 mois, au bout des 6 mois, on m'enterrait. Aujourd'hui en Israël, 25 000 patients consomment quotidiennement du cannabis comme médicament, le plus souvent faute de traitement efficace contre leur pathologie. Dean, victime de douleurs oculaires résistantes aux antalgiques, s'est vu prescrire une thérapie au cannabis par son médecin qui l'a orienté vers le dispensaire de Tikkun Olam. J'ai des douleurs chroniques. Elles viennent d'une inflammation qui se trouve juste derrière mon œil droit. En plus de la douleur, j'ai aussi un problème de dédoublement de la vue. On m'a fait une biopsie pour vérifier que ce n'était pas cancéreux, mais juste une inflammation. J'ai essayé tous les antidouleurs, mais ça ne m'a pas soulagé. On m'a donc prescrit du cannabis. Vous avez des inquiétudes, des peurs liées à votre traitement au cannabis ? Non, je suis très optimiste et j'espère vraiment que ça va m'aider. Je vais vous montrer comment faire. La première fois, vous ne prendrez que 2 bouffées, pas plus. Vous prenez la cigarette, vous brûlez le surplus de papier, prenez-la dans la bouche. Il faut que vous inhaliez délicatement. Quand vous avez fini, vous posez la cigarette. Elle va s'éteindre toute seule. Nous ne poussons pas les patients à fumer, mais dans un premier temps, nous testons l'efficacité du cannabis en cigarette, car un vapoteur coûte assez cher. Si le cannabis s'avère efficace sur le patient, alors on l'incite à vapoter pour éviter les problèmes de santé. Il est vrai que fumer de cannabis rend ses effets plus rapides et plus efficaces et qu'on peut être tenté d'initier un certain nombre de patients très difficiles, des patients grabataires, polymédiqués, qui ne supportent plus aucun traitement à ce type de pratique. Personnellement, en tant qu'addictologue, eh bien, en dehors du caractère thérapeutique du cannabis, on parle bien du caractère thérapeutique, le fait de fumer, eh bien, c'est mauvais pour la santé parce qu'il y a des produits de combustion, il y a la gestuelle, et ce n'est pas quelque chose que je vais, pour ma part, cautionner. Les résultats préliminaires des essais cliniques, le témoignage des patients, la conviction de leurs médecins plaident en faveur des vertus du cannabis en tant que plante médicinale. Mais pour gagner ces galons de médicaments, il lui manquait une preuve solide, scientifique, de l'efficacité de ces principes actifs une fois purifiés et isolés chimiquement. Justement aux États-Unis, le cannabidiol pur, dépourvu d'effets euphorisants et psychotropes, vient de faire la démonstration de son efficacité sur les crises d'épilepsie. Elizabeth Thiel, du Massachusetts General Hospital de Boston, a dirigé les essais cliniques. Sur 250 enfants, près de la moitié ont vu leurs symptômes régresser ou disparaître. Même avant les résultats de l'essai, je savais que c'était efficace. Car depuis environ 2 ans, nous avons une 50aine d'enfants en traitement. Cela ne fonctionne pas pour tous. Ce n'est pas le remède miracle. Mais clairement, beaucoup de monde pourrait bénéficier de ce médicament. Ce traitement sera probablement approuvé aux États-Unis par la FDA cette année ou l'année prochaine. Parce que les résultats sont aussi bons et même meilleurs
que ceux obtenus pour les médicaments qui ont été approuvés ces 15 dernières années. On ignore encore comment le cannabidiol agit sur le cerveau pour empêcher les crises d'épilepsie. Mais utiliser une molécule purifiée était sa seule chance de passer pro chez les médicaments. Il est très important de faire la différence entre le traitement que nous utilisons depuis 3 ans, l'Epidiolex, qui est du cannabidiol pur, et le cannabis médical. Et la différence, la voilà. Le cannabis est une plante complexe, comme toutes les plantes le sont. Elle contient quelque chose comme 500 molécules différentes, et le cannabis médical est un extrait, un concentré de tout ça. Il peut être enrichi en CBD, mais tous les composés de la plante sont présents. Le cannabidiol que nous utilisons dans nos études cliniques est purifié à partir de la plante. Il n'y a pas tous ces composés. Ce sont donc 2 choses très différentes. Ce que nos enfants prennent dans nos essais cliniques, c'est du cannabidiol pur, pas du cannabis médical. C'est grâce à cette même stratégie de la molécule purifiée que le Sativex, un autre médicament composé de CBD et de THC, a obtenu le feu vert des autorités de santé américaines. La France, après quelques réticences, a fini par lui accorder aussi la fameuse AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Un événement très médiatisé en 2014. Le Sativex, un spray buccal à base de cannabis, le premier médicament du genre autorisé en France. Dans quelques semaines, il pourra être vendu dans les pharmacies. Il sera exclusivement prescrit aux malades atteints de sclérose en plaques et qui souffrent de contractures très douloureuses. On a vraiment un malade sur 2 qui s'améliore réellement avec le Sativex, utilisé en spray très simplement, peu d'effets secondaires, et les gens se sentent effectivement mieux. Par ailleurs, ce sont des extraits de cannabis. Nous n'avons pas les effets psychoactifs du cannabis. Conditionné comme un médicament moderne, le cannabis est donc bien en mesure de rendre quelques services. Mais le potentiel thérapeutique de ces cannabinoïdes est bien plus vaste encore. D'après les derniers résultats obtenus dans un laboratoire de biologie de l'Université de Madrid, le THC et le CBD ont aussi le pouvoir de tuer les cellules cancéreuses chez la souris. Une découverte réalisée par hasard. En réalité, nous ne cherchions pas du tout ce que nous avons découvert. Nous étions en train d'étudier les effets du cannabis sur le système nerveux. Et il se trouve que pour cela, nous utilisions des cellules cancéreuses. Et en présence de cannabinoïdes, on a vu qu'elles mouraient. C'est à partir de là que nous nous sommes focalisés sur la mort des cellules induites par les cannabinoïdes. La découverte des propriétés antitumorales des cannabinoïdes a fait décoller la carrière de ces 3 scientifiques. Car les cellules saines, elles, ne semblent pas affectées par le THC et le cannabidiol. Ce que nous avons découvert, c'est que pour provoquer la mort des cellules tumorales, les cannabinoïdes doivent se fixer aux récepteurs de cannabinoïdes des cellules tumorales. Ces récepteurs sont parfois plus nombreux sur les membranes des cellules cancéreuses que sur celles d'une cellule normale. Donc, les cannabinoïdes à taux élevé de THC qui se fixent sur les cellules cancéreuses déclenchent toute une série de réactions au niveau de la cellule. Les points verts que vous voyez ici correspondent à de petites vésicules d'autodigestion. Autrement dit, ce sont des structures qui sont capables de digérer la cellule. Et ce que nous avons constaté, c'est que les cannabinoïdes activaient le processus d'autodigestion, l'autophagie, de manière tellement forte que cela conduisait à la mort des cellules tumorales. Les cannabinoïdes poussent donc les cellules cancéreuses à se digérer elles-mêmes et donc à s'autodétruire. Un processus terriblement efficace puisque chez la souris, il fait régresser les tumeurs cérébrales. Dès les premières publications dans Nature Médecine sur les effets du cannabis contre le gliome, qui est un cancer cérébral, beaucoup de laboratoires ont lancé des recherches sur les autres types de cancers. Le cancer du sein, le mélanome,
le cancer du pancréas, de la prostate, etc. On est passé d'un seul laboratoire travaillant sur les propriétés antitumeurs des cannabinoïdes à une cinquantaine de laboratoires dans le monde, au minimum. Mais la vraie question aujourd'hui, évidemment, est de savoir si les cannabinoïdes sont aussi efficaces dans le traitement des cancers chez l'homme. Est-ce que ça fonctionne chez les humains? On n'en sait rien pour l'instant. Il existe des cas anecdotiques, relatés sur Internet pour la plupart, mais très peu de sources scientifiques. Nous manquons encore de données précises sur des sujets humains. À l'heure actuelle, nous y travaillons, mais nous ne savons pas encore si cet effet existe chez l'homme. Vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi autant de gens militent pour la légalisation du cannabis médical. Les espoirs qu'il suscite sont nombreux et certains au moins sont fondés scientifiquement. Pourtant, en France, le Sativex, bien qu'autorisé depuis 2014, est toujours introuvable en pharmacie. L'administration qui a délivré l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, considère que son efficacité est insuffisante pour accorder le prix de remboursement réclamé par le fabricant. Depuis, c'est le bras de fer entre l'industriel et les autorités de santé pour trouver un tarif acceptable pour tout le monde. Si ce médicament, puisqu'on va même utiliser ce terme, avait un caractère irremplaçable, pensez-vous que 2 ans après avoir à marche forcée obtenu l'AMM, il ne serait pas déjà commercialisé? Le médecin, s'il avait cette conviction, serait le premier à pousser les feux pour que cette commercialisation se fasse le plus rapidement possible. La commercialisation de tout médicament donne lieu à d'âpres négociations entre autorités de santé et industriels. Mais concernant le Sativex, l'argent ne serait pas la seule raison du blocage. Je suis convaincu que si on était dans une situation différente avec un produit différent qui ne contient pas du cannabis, ça fait bien longtemps qu'on aurait trouvé une solution. En France, ce type de blocage autour du cannabis médical empêche les malades d'accéder à des traitements qui pourraient les soulager. C'est pour cette raison que chaque année se tient à Strasbourg un colloque d'information sur la recherche médicale consacré au cannabis. Bertrand Rambaud est l'un des organisateurs. La raison d'être de ce colloque, c'est la transmission de l'information qui concerne la recherche internationale sur l'utilisation thérapeutique des cannabinoïdes. Donc il y a du sens, ça évolue partout dans le monde. C'est vrai que ce qui est très surprenant, c'est que ce colloque soit ici en France, alors que la France est le pays, sinon un des pays, mais disons le pays le plus fermé à ce type de thérapie. Parmi les invités cette année, Franjo Grottenhermen. Atteint d'une maladie qui le force à rester allongé, il est un médecin reconnu en Allemagne et milite depuis des années pour le cannabis thérapeutique. L'Allemagne, qui vient justement de changer sa législation. Depuis avril 2017, on peut avoir les fleurs de cannabis sur prescription. Et le cannabis extrait en qualité pharmaceutique peuvent être prescrits par tous les docteurs. Je reçois beaucoup de patients que le cannabis soulage et qui en consomment de manière illégale depuis des années. Certains ont même été condamnés, voire envoyés en prison. Ces patients reçoivent désormais une autorisation spéciale du Bureau allemand des stupéfiants. Quand je pense qu'il n'existe aucune perspective pour les patients français, aucune. Réclamer du cannabis à un psychologue, c'est passer pour un drogué. Les patients sont contraints de se procurer du cannabis à l'insu de leur médecin, car la plupart des praticiens s'opposent fermement à son utilisation et refusent d'aborder ce sujet. C'est une situation dramatique. On ne parle pas de petites maladies comme un rhume, mais de maladies très graves. Nous avons d'un côté une personne souffrante et de l'autre une plante qui peut l'aider, mais à laquelle il lui est interdit de toucher.
Bertrand fait partie de ces malades que la loi empêche de se soigner. Il souffre du sida et depuis 30 ans, il n'a trouvé que le cannabis pour supporter les effets secondaires de sa trithérapie. Faute de fournisseur légal et officiel, il fabrique lui-même, en toute illégalité, ce qu'il appelle son médicament personnalisé. J'analyse le cannabis avant de l'utiliser pour savoir quels cannabinoïdes et à quel taux ils sont contenus dans la plante. Et après, voilà, je fais mes extractions et je les utilise à bon escient, c'est-à-dire que c'est pas pour fumer. Voilà, à peu près, tu vois, la valeur de ça. Voilà, en fait, maintenant, tu vois, je le laisse en dessous la langue. Je garde sous la langue jusqu'à ce que ça soit le plus possible absorbé par les muqueuses. Ça me calme. Je veux dire, quand ils m'ont arrêté il y a 2 ans, j'ai plus de cannabis. En l'espace de 3 mois, j'ai perdu 14 kilos. Parce que je prenais plus de mon traitement, parce que j'arrivais plus à manger, parce que j'ai perdu 14 kilos en 3 mois. Je veux dire, si ça devait durer 6 mois, au bout des 6 mois, on m'enterrait. Donc voilà, c'est ça le choix que j'ai. Le choix, c'est ça, c'est être dans l'illégalité et vivre, ou parce que ben voilà, je peux prendre mes traitements, ou être dans le cadre de la loi française, et puis je m'assois sur mon canapé, puis j'attends que la mort elle vienne. Voilà, c'est ça le choix qui me laisse. On expose nos patients à aller consommer du cannabis dans l'illégalité ou prendre du cannabis de mauvaise qualité dont on ne sait ni l'origine ni le contenu et on risque de mettre en péril leur vie. Voilà la situation dans laquelle les patients qui peuvent bien réagir à ce type de produit se retrouvent face à l'absence totale de ce cannabis thérapeutique dans les officines. À mon avis, interdire l'accès au cannabis à usage thérapeutique est plus une question de droits humains que de santé. Il s'agit d'un outil thérapeutique qui fonctionne sur bien des maladies. Et surtout, on sait que ses effets secondaires sont vraiment minimes, réversibles, et qu'il n'y a aucun symptôme majeur susceptible de nuire à la santé des patients. Je pense donc que nier l'accès au cannabis médical constitue une violation des droits humains. Le cannabis n'est pas la panacée ou une plante miracle. Mais ces cannabinoïdes que la science a découverts sur le tard font peu à peu la démonstration de leur efficacité pour un nombre grandissant de pathologies lourdes et handicapantes. Mais être malade ne suffit pas toujours pour pouvoir se soigner. Il faut aussi parfois être patient.